Bonjour, aujourd'hui nous allons changer complètement de genre puisque je vais passer au roman policier. Alors jusqu'ici j'avais écrit des intrigues sociales, sentimentales, très historiques comme avec la maternité suisse d'Elne. Mais là il se trouve qu'un copain m'a mis au défi. Il m'a dit pourquoi tu n'écrirais pas une intrigue policière? Alors il faut le savoir, moi il ne faut jamais me mettre au défi. Voilà, j'ai la fâcheuse manie de le relever. Et donc il m'a, entre guillemets, commandé un roman policier qui se passait à Collioure, qui est un lieu emblématique de la Côte Vermeille, donc du pays catalan, avec en particulier son clocher de Notre-Dame-des-Anges qui se trouve dans l'eau, littéralement. Voilà, vous connaissez toute cette image. Et donc un roman policier. Ça tombe bien, moi j'adore ça, j'en lis beaucoup. Ici, dans ce bureau, je dois avoir tous les Agatha Christie, j'en ai des tas d'autres. J'aime particulièrement Patricia Cornwell ou alors les Suédois comme Mankell. Et aussi, j'ai lu les Mary Higgins Clark. Mais il se trouve que dans ces livres, Mary Higgins Clark campe toujours des héroïnes qui sont de belles jeunes femmes trentenaires, avec tous les hommes à leurs pieds. En général, ils se disputent leur faveur. Et puis, elles ont un métier qui est très valorisant et pas salissant. Vous voyez ce que je veux dire? Elles sont journalistes, avocates, décoratrices d'intérieur, écrivains, voilà. Donc, quitte à écrire un roman policier, j'ai pris carrément le contre-pied. Donc, l'héroïne de La Croix des Outrages, qui s'appelle donc Luce, est une vieille femme de ménage dans une usine de salaison d'anchois, mal fagotée, qui est, comment dire, l'archétype de ce qu'on appelle la padrine en pays catalan, la marraine. Voilà, la commère du village, si vous préférez un petit peu. C'est-à-dire mauvais caractère, mauvaise langue, mauvaise foi, verticale. Ma grand-mère était une spécialiste du « je n'en disconviens pas, mais » et un œil acéré qui ne rate rien. Elle voit tout, elle sait tout. Et donc, Luce est la seule à voir ce qui se trame à Collioure. Pour la première fois aussi, j'ai utilisé un prologue. C'est-à-dire que j'ai projeté, avant le début de l'intrigue, un morceau d'une scène qui se trouve bien plus loin, la scène cruciale bien évidemment, comme un petit flash qui vous donne un aperçu de l'endroit où on va arriver. Et puis ensuite, on démarre l'intrigue proprement dite. Il marmonna entre ses dents une phrase décousue où il était question de sa curiosité devenue gênante, ou quelque chose d'approchant. Mais elle l'entendit à peine, fascinée qu'elle était par ce visage qu'elle ne reconnaissait pas. Ses traits s'étaient durcis, figés jusqu'à en devenir presque minéraux. Un masque de pierre d'une fixité dérangeante, peut-être plus effrayante encore que l'arme qu'il tenait dans sa main, pointée sur elle. Le canon du pistolet la regardait de son œil noir et rond, sans ciller, comme s'il ne l'avait jamais vue auparavant, indifférent. Un relent aigre lui brûla la gorge. Le doigt se crispa sur la détente. Mars 1966, quelques mois plus tôt. La serpillière, d'un gris indéfinissable à force de séjourner dans l'eau de Javel, accéléra son va-et-vient sur le carrelage. Dans le couloir, c'était plus facile. Dans l'atelier, en revanche, avec ses foutues entrailles d'anchois, ça collait de partout. Il fallait y aller au grattoir et terminer au jet. Réprimant une grimace de douleur, Luce se pencha pour effacer de l'ongle une trace rebelle. Elle pesta entre ses lèvres serrées. Cet exercice n'était décidément plus de son âge. Elle aurait dû laisser filer. Qui aurait remarqué cette tache minuscule qui se confondait presque avec le grain des carreaux? Mais c'était plus fort qu'elle, il fallait que tout soit impeccable. Se résoudre à la pauvreté après avoir connu le confort et l'opulence était déjà suffisamment humiliant. Pas question en plus de bâcler son travail. Elle se releva en se tenant les reins. Que dirait la famille si elle la voyait ainsi accroupie tel un gros crapaud en train de lessiver le sol de l'usine d'un de ces damnés saleurs? Qu'une bergogne! Rien que d'y penser, la honte lui mettait le rouge aux joues. À moins que ce ne fût une nouvelle bouffée de chaleur. Revenant dans l'atelier, elle posa le balai-brosse contre la grande table autour de laquelle les ouvrières s'affairaient du matin au soir et qu'elle avait déjà lavé à grande eau. Luce passait 6 heures par jour au milieu d'elle à étêter et éviscérer les anchois. Ses doigts noués par l'arthrite n'étaient plus assez agiles pour ranger les petits poissons argentés en rangées régulières dans les bocaux de verre. C'est sans doute à cause de cela, et aussi de ses remarques souvent acerbes, que le patron lui avait demandé de s'occuper du nettoyage, comme si elle avait le choix.
Alors elle partait plus tôt et revenait à l'usine une fois les autres ouvrières parties, se battre avec ses balais et ses chiffons. La vieille femme passa sa mauvaise humeur sur la serpillière qu'elle essorra avec vigueur. Si elle l'écoutait, elle tordrait bien le cou de la même manière à Camps et à ses semblables, ces fossoyeurs de la pêche à col lourd. Machinalement, elle jeta un coup d'œil par la baie vitrée. La nuit était tombée, une nuit noire et tourmentée, pleine d'ombre et de ressauts. De l'autre côté de la cour, la fenêtre éclairée du bureau du patron découpait dans l'obscurité un rectangle jaune, bien net. Camps avait la réputation d'être un bosseur. Ne passait-il pas, en plus des journées, la plupart de ses soirées à l'usine? Tu parles. Et les silhouettes féminines qui se glissaient subrepticement dans les couloirs après la fermeture et dont on entendait claquer les talons sur le carrelage, c'était peut-être pour l'aider à classer ses dossiers. Lui s'en aurait eu à dire sur les heures supplémentaires que faisait le patron, et certains seraient tombés de haut. Mais la maigre retraite de pêcheur de René ne suffisait pas à les faire vivre, et elle avait trop besoin de son travail de femme de ménage pour boucler les fins de mois. Alors, elle gardait le silence sur les bonnes fortunes de Camps, du moins pour l'instant. Un grondement sourd et prolongé interrompit ses pensées vengeresses. Ça y était. L'orage éclatait et la pluie n'allait pas tarder à s'abattre sur Collioure. Tout à l'heure, en venant prendre son service à l'usine de salaison d'Anchois, lui savait longer le Boramar ou le cabestan achevé de rouiller et les dernières barques de pourrir échouées sur le gravier de la plage. Et comme à chaque fois, son cœur de fille et petite fille de patron pêcheur s'était serré devant une telle désolation. Froid ou tristesse, un frisson avait parcouru son dos épais, et elle avait resserré autour de son corps usé et sans grâce le gilet de grosse laine tricotée qu'elle enfilait par-dessus son tablier de nylon à fleurs aux couleurs passées pour ses heures de ménage. Par réflexe, elle avait plissé les yeux pour regarder l'état de la mer. Comme du temps de son enfance où les sardinales déployaient tous les soirs leurs grandes voiles latines triangulaires dans la baie et doublant la jetée s'égaillaient vers le large telle une volée de papillons blancs. Ou même après la Libération, quand les Lamparots avaient détrôné les parcs traditionnels et que, mère de famille, elle s'attardait à regarder les bateaux s'éloigner en file indienne, traînant après eux le canot porteur du double fanal qui dansait comme un bouchon dans leur sillage. De toute façon, aujourd'hui, les barques, quelles qu'elles fussent, seraient restées sur la plage. L'eau de la baie était plate, lourde, comme engluée. Même pas un ourlet d'écume au droit du cap Plate, le rocher sous-marin à une vingtaine de mètres du clocher, si dangereux pour ces plaisanciers d'opérette qui envahissaient la baie l'été. Luce savait ce que ça voulait dire. Dans une demi-heure tout au plus, ce serait la tempête. Eh ben, elle s'était pas trompée. La serpillière tomba sur le carrelage avec un bruit écœurant de ventouse, et la vieille femme reprit son balai, satisfaite d'elle-même. Le Parisien à cheveux longs qui s'obstinait à barbouiller encore au crépuscule la silhouette phallique du clocher de Notre-Dame-des-Anges, son chevalet dressé sur le quai au bord du Douy, avait eu tort de rire en la voyant presser le pas, son grand parapluie serré sous le bras. Luce Colomine avait la mer dans le sang et elle savait anticiper ses humeurs et ses coups de gueule. L'ampoule du plafonnier s'éteignit d'un seul coup. Saisie, Luce fit un faux mouvement. La semelle de ses espadrilles imbibées d'eau glissa sur le carrelage mouillé et elle se retrouva sans savoir comment les quatre fers en l'air. Des étincelles colorées crépitèrent un instant devant ses yeux aveugles. Elle avait chuté lourdement et elle était un peu sonnée. Elle se maudit intérieurement. La lumière avait vacillé à plusieurs reprises et elle n'aurait pas dû se laisser surprendre aussi bêtement. Elle ne s'était pas montrée très maligne sur ce coup-là. Une langue mouillée vint lécher ses mollets. Et en plus, le seau s'était renversé. Elle allait devoir éponger l'eau sale partout. Luce prit appui sur le pied de la table pour se relever, non sans difficulté. Elle avait des contusions partout. Sa hanche, son coude, sans oublier son derrière, étaient douloureux. Boitant bas, elle s'approcha de la fenêtre. Dehors, la lueur jaune sale des réverbères faisait luire le trottoir mouillé de pluie. La panne ne touchait que l'usine. Un bruit de pas. Ah, monsieur Camps. Elle l'avait complètement oublié. La vieille femme appela, mais seule sa voix, renvoyée par le haut plafond du couloir, lui revint en écho. Elle clopina jusqu'au bureau. Vide. Un nouveau bruit, une sorte de frôlement en provenance de la réserve où étaient stockés les sacs de sel cette fois.
C'était donc là qu'il faisait ses cochonneries. Une porte qui claque. Le patron venait sans doute de faire sortir par là son assistante du soir. Luce s'appela à nouveau. Silence. Elle commençait à ne plus trouver la plaisanterie drôle du tout. À quoi jouait ce barbantane, ce mat-pu-vu sans cervelle? Cherchait-il à lui faire peur? Couillou, il allait voir de quel bois elle était faite. À tâtons, trébuchante mais décidée, elle se dirigea vers la réserve. Si au moins elle savait où Combs gardait allumettes et bougies. Les relents de Saumur la prirent à la gorge lorsqu'elle franchit la porte. La pièce était silencieuse. Bras tendus, elle avança précautionneusement. Pas assez cependant pour éviter à son genou d'entrer violemment en collision avec le fût où on confectionnait la saumure. Le choc la fit basculer en avant, mais quelque chose de mou amortit sa chute. Ses doigts rencontrèrent le tissu d'un pantalon. Elle s'évanouit. À quel moment avait-elle repris connaissance? Comment avait-elle réussi à quitter la pièce dans le noir? Était-elle sortie chercher du secours ou des gens étaient-ils accourus en attendant ses cris? Elle n'en gardait aucun souvenir. Tout ce qu'elle savait, c'est qu'à présent, la lumière du plafonnier était allumée. Donc, l'électricité était revenue. Des visages anxieux étaient penchés sur elle. On lui tapotait les joues. On lui rafraîchissait les tempes avec un mouchoir mouillé. On parlait au-dessus d'elle, mais les voix se fondaient en un brouhaha confus et elle ne comprenait rien de ce qui se disait. La tête lui tournait encore. Elle referma les yeux et se laissa aller contre le dossier du siège sur lequel on l'avait installé. Le contact du cuir sur sa nuque lui rendit d'un coup toute sa lucidité. Le fauteuil du patron. Et lui, le patron, où était-il? Elle repoussa l'homme qui voulait l'empêcher de se lever. Francis, le buraliste, reconnut-elle, celui qu'on appelait le nappe parce qu'il était à peine plus haut que son comptoir, et se précipita vers la réserve aussi vite que le lui permettait son corps endolori et ses jambes flageolantes. Le spectacle qu'elle découvrit ne la surprit pas vraiment. Il ne faisait que confirmer les impressions qu'elle avait enregistrées sur l'instant et que son cerveau avait reliées entre elles pendant qu'elle était inconsciente. On avait retiré le corps de Guy Camps du tonneau dans lequel il était enfoncé, tête la première, presque jusqu'à la taille. On l'avait allongé sur le carrelage, les bras le long du corps, sur le sac de jute, vide à présent, qu'on suspendait au bord du fût pour que le sel se dissolve lentement sans se déposer au fond. Son visage livide ruisselait de saumure, et une âme charitable lui avait fermé les paupières, blanchies de sel. Au pied du tonneau, une pomme de terre toute ratatinée, celle qu'on plongeait dans la solution salée et qui, lorsqu'elle remontait à la surface, prévenait que la saumure pour les anchois était prête. Et une lanterne aussi, une sorte de lampe tempête, éteinte. Les nouveaux venus l'avaient-ils apportée avec eux lorsqu'ils étaient entrés dans l'usine? Apparemment, non. Vous pensez qu'il est venu chercher cette lampe et que dans le noir, il n'a pas vu le tonneau et s'est noyé dedans? Interrogeait cet incapable de Riri, le cantonnier. Le docteur Magnin, à genoux près du corps qu'il était en train d'examiner, dispensa Luce de répondre à de telles caraillades. Il y a une trace suspecte autour du cou, faite par un lacet, peut-être du fil de pêche. Camps a été étranglé avant d'être plongé dans la saumure, conclut-il en se relevant. Alors c'est un crime? René Ramona, le maire de Collioure, venait de faire son entrée. Magistrat à Marseille, il était rarement dans sa ville, certains le lui reprochaient d'ailleurs assez, c'était une chance qu'il soit chez lui ce soir. On voyait qu'il avait enfilé à la hâte son pardessus lorsqu'on était venu le prévenir. Il n'avait pas non plus pris le temps de nouer une cravate et son col de chemise bâillé. La mort d'un patron saleur du village valait bien qu'on quitte la table du dîner en laissant la soupe refroidir. Il semblerait, oui, je crois qu'il faut appeler la police. Les deux hommes sortirent de la réserve pour aller téléphoner dans le bureau. Le front soucieux, conversant à voix basse, ils passèrent devant Luce sans même remarquer sa présence. Elle en fut ulcérée. Et elle ne va pas en laisser les choses là. Elle va elle-même enquêter sur ce meurtre. La suite demain.